À Saint-Cyr? Oui, 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 oui. D'accord. Oui, oui, donc j'ai effectivement été à la fois élève officier entre 86 et 89, à Saint-Cyr-Couët-Quidan, et j'y suis retourné quelques années après, en fait en 99-2000, comme officier instructeur. Effectivement, j'ai vécu plusieurs années dans le Morbihan, dans la guerre, comme une guerre Couët-Quidan, et puis à l'occasion évidemment des différentes manœuvres, des différentes activités de l'académie militaire, on a pu aller dans les communes limitrophes, celles du camp, mais également au-delà, puisque bon, on a pu faire des raids, des choses comme ça, y compris dans les îles de Croix, la presqu'île de Quiberon, il y a des centres commando, etc. Donc je connais un petit peu, mais ça date quand même. Je dois la vérité de dire que ça date un petit peu. Ouais, vous voyez mon âge, donc c'était pas la semaine dernière. Hein. Voilà. Peut-être avant, je me permets, avant d'évoquer peut-être les dossiers que vous allez avoir à gérer. Sur vous, vous êtes marié, vous avez des enfants? Voilà, oui, je suis marié, donc j'ai 3 enfants. Donc, alors pour l'instant, ils sont ici. J'ai trois enfants, une grande fille qui est archiviste, enfin qui est chartiste et donc archiviste, qui va prendre un poste bientôt en direction départementale. Et j'ai un fils qui est étudiant dans une école d'ingénieur d'informatique, et j'ai une fille qui est la dernière, la plus jeune, qui est étudiante et mon épouse travaille dans l'événementiel sur Paris pour des grandes maisons de couture. Donc elle se partagera entre son activité parisienne et le Morbihan, mais elle sera souvent là. C'était le cas des gens en Savoie, ça fait partie des départements de Morbihan qu'on a envie de vivre. Juste pour terminer, en ce qui me concerne sur l'aspect personnel, vos hobbies, je sais pas, c'est... Alors j'en ai un qui va se regrouper avec la ville valentoise, c'est le rugby. Je suis un fanat de rugby, donc depuis toujours, j'ai été dirigeant. Moi j'ai joué dans des clubs de seconde série, mais j'ai été dirigeant du RCP 15, qui est un club de la région parisienne, un gros club formateur, RCP 15, qui est un gros club formateur du 15e arrondissement de Paris, on avait 600 jeunes, donc à Paris, voilà. Donc, et puis mon fils aussi a joué, a joué à bon niveau. Quel poste vous jouez? Alors moi je jouais plutôt derrière avec mon gabarit à l'époque, moi j'étais un peu plus. Oui, je jouais plutôt 3 quarts, 3 quarts et 3 quarts centrales. Voilà, mais bon, c'était il y avait longtemps. J'ai joué aussi dans le Pacifique, en Polynésie. On verra à l'Arabie. Voilà, ouais, je pense que vous verrez à l'Arabie. Mais bon, je déteste pas, loin de là, le foot non plus. J'aurai l'occasion d'aller supporter l'Orient. L'Orient. Ouais. Voilà, donc après, bon, j'ai pas d'autres hobbies à titre particulier, c'est aussi tout ce qui concerne l'histoire. J'ai une passion pour l'histoire, je lis beaucoup, puis quand j'arrive quelque part, je m'intéresse à l'histoire des territoires sur lesquels je vis. Voilà, c'est aussi quelque chose qui me passionne. L'histoire de la Bretagne, par exemple. Oui, l'histoire de la Bretagne. Moi, j'ai vécu à Rennes aussi. J'ai vécu à Rennes en préparation de Sciences Po. Donc j'ai vécu rue de la Duchessonne, à côté de Sciences Po, à Rennes. Donc voilà, je connais aussi un petit peu la vie rennaise. Voilà. Sur les dossiers morbihanais, je pense que vous aurez des priorités. Vous aurez des priorités, effectivement. On a des soucis plus particulièrement de sécurité routière, mais sécurité aussi dans certains quartiers. Comment vous voyez les choses? Quelle est votre ambition? Est-ce que vous allez découvrir là, mais Bon, après, les missions des préfets, elles s'adaptent évidemment aux territoires sur lesquels ils exercent, mais en matière de sécurité, on a les priorités qui nous sont fixées par le ministre, sont claires. C'est la lutte contre le trafic de stupéfiants. Donc ça, c'est le démontage des points de deal, la lutte contre un certain nombre d'incivilités qui peuvent
polluer la vie de nos concitoyens, ou en tout cas de certains d'entre eux, tout ce qui concerne les rodéos, le tapage nocturne, enfin tout ce qui peut s'apparenter à des nuisances du quotidien. Et puis ensuite, il y a aussi un sujet qui est monté, je pense que ici comme ailleurs, c'est la lutte contre les violences interfamiliales, où il y a eu à la fois une libération de la parole et puis une vérité des prix, où les gens maintenant le disent, portent plainte, etc. Et c'est souvent des affaires humainement sensibles, donc pour lesquelles il faut à la fois faire preuve d'efficacité et d'humanité. Donc ouais, ça fait partie des grandes priorités du ministre. Je pense qu'ici, il y a peut-être une spécificité sécurité routière, même si j'ai pas l'impression que les chiffres ne sont pas catastrophiques. Mais je pense que voilà, c'est aussi un point sur lequel il faut être vigilant. J'ai le sentiment qu'il y a cet après-midi, je participe à une opération sur la nationale 165. Ce sujet-là, il a été question, il a été évoqué dans la presse, la possibilité que le département du Morbihan puisse revenir sur certains axes à 90 km/h, ou le 80, ça c'est quelque chose qui... J'ai pas d'avis, il faut regarder axe par axe le taux d'accidentologie, il faut regarder quand il y a eu des accidents, pourquoi il y a eu des accidents, faire un diagnostic. Après, moi je ne suis pas dogmatique, si il y a une utilité, il n'y a pas de raison d'avoir quelque chose de figé à partir du moment où la loi nous permet de choisir entre les deux options. Et cette option, c'est pas le département qui... Si, c'est le département qui le prend sous sa responsabilité. Bon, après, si on n'est pas d'accord, on peut exercer un contrôle sur la délibération, Mais bon, j'ai pas d'a priori dessus. Non, j'ai pas d'opposition de principe, très clairement. Il y a une question en dehors de ce que vous avez évoqué, qui revient beaucoup au Morbihan aujourd'hui, c'est la question du logement, de la difficulté d'accessibilité au logement, notamment pour les jeunes ménages. On commence à avoir des soubresauts, alors c'est au niveau de la région, mais du FLB, le Front de Libération de la Bretagne, qui commence un petit peu à faire parler de lui. Le Morbihan a de gros problèmes avec, non pas le FLB, mais l'accès au logement. Comment vous voyez les choses? C'est effectivement un axe d'inquiétude pour vous aussi, de voir qu'aujourd'hui on a des prix qui défient tellement toute concurrence que les jeunes ménages sont éloignés des centres de travail d'ailleurs, et donc avec les difficultés que ça pose. Par extension, c'est pas un sujet que je connais ici en Bretagne, mais c'est un sujet auquel j'ai été confronté dans mon poste précédent. Vous imaginez bien que le prix des terrains à Courchevel, à Méribel ou dans les grandes stations savoyardes excluait effectivement une partie des jeunes ménages de l'accès au logement dans un certain nombre de vallées ou de stations. Donc j'imagine qu'on a un phénomène un peu comparable ici, toutes choses égales par ailleurs. Hein. Mais donc ça reste une politique qui est une politique difficile à mener parce que on a un certain nombre de contraintes, y compris des contraintes réglementaires et législatives en matière justement d'artificialisation des sols, de conflits d'usage sur l'accès au foncier qui sont, j'allais dire, qui se traduisent sur tout le territoire national par une difficulté à produire du logement social, du logement très social. Après, il y a aussi la qualité des opérateurs locaux, ça je ne peux pas me prononcer, la qualité des opérateurs locaux leur santé financière qui joue aussi, c'est-à-dire quelles sont leurs marges de manœuvre pour pouvoir développer des programmes. J'en ai vu quelques-uns quand même à l'entrée de Vannes. J'ai vu à l'entrée de Vannes, j'étais attentif justement en arrivant hier, j'ai vu à l'entrée de Vannes qu'il y avait 3-4 programmes là au Carrefour qui permet d'accéder en Vannes, où j'ai vu que c'était des logements très social et très social. Donc, mais effectivement, c'est pas des logements qui sont en première. Donc, mais oui, je pense que là, il y a eu la volonté, en tout cas du gouvernement, de relancer ce logement. Là,
les préfets ont des objectifs, hein, vous le savez, ils ont des objectifs de mise en production par département. Donc ça, il faut à la fois mobiliser les bailleurs sociaux, il faut ensuite que les promoteurs immobiliers qui travaillent pour ces bailleurs sociaux aient les moyens de leurs ambitions et soient en capacité de réaliser à la fois sur le plan de la construction elle-même et de la disponibilité de l'ensemble de tout ce qu'il faut pour fabriquer des logements. Et aujourd'hui, on a des interruptions dans les chaînes, on sait, pour certains types de produits, il manque des charpentes, il manque des armoires électriques, il manque, enfin, il y a en raison du redémarrage de l'économie, c'est aussi un frein qui est un frein technique. Il y a le frein foncier dont vous parlez, mais aujourd'hui, il y a un frein de sortie de crise qui est pas toujours facile à surmonter, ce qui fait que les programmes glissent dans le temps et prennent parfois du retard. Sur la question de la sécheresse et des incendies, comment vous vous projetez jusqu'à la fin du mois d'août? On a vu que les feux d'artifice allaient être interdits sur tout le mois. Qu'est-ce que vous pouvez nous annoncer d'autre? Là, on est en train de travailler avec le secrétaire général. Hein. Il a évidemment largement étudié la question. Il va y avoir des mesures qui vont être des mesures de bon sens hein, en matière de restriction d'eau en fonction des éléments météo qu'on aura et des éléments sur les sols. Donc, des coupures? Non, je ne pense pas qu'on soit au stade des coupures. En revanche, la question va se poser pour les grands utilisateurs, on les connaît, hein, c'est d'une part le monde de l'agriculture et ici le monde du maraîchage, hein, donc avec effectivement des périodes dans lesquelles on peut, notamment nuitamment, faut arroser et des périodes évidemment 2 jours où on ne peut pas arroser parce que ça sert en plus pas grand chose avec l'évaporation. Ensuite on a les industriels, notamment tout le secteur agroalimentaire qui utilise de l'eau. Beaucoup font des efforts d'ores et déjà, hein. Ils sont souvent signataires ou en tout cas embarqués dans le système local éco-d'eau qui marche plutôt pas mal mais qui permet de faire des économies. Est-ce que ces économies sont à la hauteur des gains qu'on espère? En tout cas on va les relancer. Et puis ensuite il y a tout le domaine des sportifs, hein, les golfs, les terrains de foot, les terrains de rugby, enfin l'ensemble des terrains notamment à usage professionnel, hein. Bon, à usage amateur on a encore le temps, mais à usage professionnel effectivement il va falloir qu'on voit avec eux les restrictions possibles tout en leur permettant de pouvoir avoir un usage professionnel. Et puis ensuite les collectivités, enfin, je crois les collectivités ont déjà pris des mesures de bon sens en matière d'arrosage municipal qui sont déjà à l'œuvre mais qu'il faudra peut-être amplifier. On a encore les prévisions, hein, je crois qu'on a encore 2 semaines un peu délicate, donc 2 semaines c'est long. Hein. 2 semaines ça peut être long parce que le département je crois a beaucoup de succès, donc il y a beaucoup de monde. Donc c'est vrai. Voilà. Mais moi j'ai confiance dans le plan qui ont été élaborés et je pense qu'on va franchir cette période voilà, avec le moins de dégâts possible. Il y a encore des réserves suffisantes dans le Morbihan, il y a des réserves d'eau, des étangs. J'ai pas une idée suffisamment précise à ce stade, mais je vais effectivement regarder ça de près. En tout cas, il n'est pas question de coupure. Je pense sous le contrôle de Guillaume. On n'en est pas au stade des coupures. En revanche, on est au stade où évidemment il faut que chacun économise, puisque les grandes réserves, que ce soit le barrage d'Arzal, que ce soit les carrières, elles ont une capacité importante, mais qui évidemment est limitée si elles ne se renouvellent pas. Donc comme on n'a pas de pluie du tout, voilà, aujourd'hui on est dans ces réserves, comme je vous l'avais dit, avec 1 mois d'avance. Donc évidemment, si la pluie n'arrive pas, on va se retrouver dans une situation compliquée, pas forcément au mois d'août, mais en septembre, octobre, si ça se renouvelle pas. Et puis, d'ores et déjà, évidemment, sur le milieu naturel, il y a un impact. Ça c'est très clair. Ça se voit à l'œil nu quand on traverse le département. Vous avez évoqué tout à l'heure le monde agricole justement qui est très touché. On a eu une action il y a une semaine ici au centre Leclerc. Les agriculteurs ont clairement indiqué qu'au mois de septembre, si rien ne bouge, ils allaient
entrer dans des actions plus dures. Donc c'est lié au fait qu'ils sont obligés aussi de prendre les fourrages et compte tenu des conditions météo. Et que donc pour certains, ils vont devoir vendre un peu de bêtes, voire cesser l'activité. Est-ce que ce côté social compliqué, cette rentrée sociale, y compris donc dans le monde agricole, ça vous inquiète vous vous dites qu'il y aura des réponses, il y aura des choses, des solutions d'apporter? Oui, moi je pense que ça ne va pas être un problème spécifiquement morbihanais. Hein. Donc on voit dans le secteur de l'élevage que le manque d'accès au fourrage va entraîner une augmentation du prix du lait, du prix des laitages au niveau de la grande distribution. Il y a des textes qui ont été votés, vous savez, les lois EGalim, hein, qui permettent normalement d'ajuster le prix des produits agricoles à la vente. Permettez, le monde agricole dit que ce n'est pas appliqué et on est largement à perte. C'est en fait, ce sont les grandes surfaces et les transformateurs qui en bénéficient. Qui prennent les marges. Bien sûr, donc je crois que les instances agricoles, notamment les instances nationales, sont en train de faire un travail important auprès du ministère pour qu'il y ait une prise de conscience très, très forte hein, de la conjonction à la fois de l'augmentation du prix du fourrage, l'augmentation du prix des carburants, et de façon à ce que le relais puisse être pris. Après, quelle forme ça va prendre, j'allais dire, le plan d'action n'est pas encore, nous a pas été communiqué à ma connaissance. On n'a pas encore de plan d'action qui a été communiqué par M. Fesneau, le ministre de l'Agriculture. Mais ce qui est certain, c'est que on ne pourra pas rester sans apporter une aide soit au plan social, soit au plan de l'outil de production au secteur agricole. Si on reste encore dans cette période, encore plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc le secteur agricole sera forcément soutenu. Alors les modalités vont rester à fixer. C'est pas moi qui vais les donner ici. Nous, ce qu'on pourra faire ici, c'est à partir du moment où on est mise en alerte suffisamment tôt sur des difficultés de telle ou telle exploitation, etc., c'est en proximité d'aider les exploitants en question. Donc ça c'est jouable à condition qu'on ait les alertes qui nous remontent assez tôt. Mais pour les mesures qui sont plus structurelles et qui concernent tout le secteur, ça ne se décidera pas forcément dans le Morbihan. Mais ce qui est sûr, c'est que compte tenu de l'étendue de la sécheresse, des conséquences sur le prix des carburants, du conflit à l'est de l'Europe, il y aura forcément une prise de conscience et des décisions qui sont prises. Sur le plan économique, le Morbihan aussi est dans une situation un peu particulière, puisqu'il est proche du plein emploi. Ouais. La plupart des entreprises cherchent du monde et on a recruté. C'était le cas aussi en Savoie. On était aussi à 5% de chômage en Savoie. Donc ici c'est un petit peu plus, mais effectivement c'est un vrai sujet. Alors il y a à la fois le monde de l'industrie qui est quand même, mais il y a également souvent dans les services, hein, notamment le secteur médico-social, qui a aussi énormément de mal à recruter. Donc il va y avoir des campagnes nationales. Je crois qu'il y aura une campagne également au mois d'octobre. C'est un vrai sujet, quoi, hein, parce qu'on a besoin effectivement d'avoir de nouveaux recrutements dans le secteur médico-social, entre autres. Hein, même ici sur le plan touristique, puisque c'est un des départements les plus touristiques de France. Bien sûr. Après, la question des saisonniers, une question
question récurrente. Hein. Aujourd'hui, il y a des sujets afférents. Vous avez le sujet de l'accueil des saisonniers, parce qu'aujourd'hui, les conditions de travail et les conditions de vie sont aussi voilà, des éléments sur lesquels les employés décident de venir ou pas. Hein. Donc, puis après, il va y avoir aussi l'ensemble du calcul des décomptes allocation chômage, etc. en fonction du nombre de mois travaillés. Là aussi, il y aura un sujet. Mais il faut bien voir que le monde des saisonniers va devenir de plus en plus un monde de challenge. Hein. Et si on veut les avoir, il va falloir bien les payer, bien les accueillir. Donc ça, c'est parce qu'il y a de la concurrence partout. Alors, toujours dans ce domaine, et qui recoupe un peu ce que disait mon collègue en ce qui concerne l'emploi, parce que du coup, pour trouver du monde, il n'y a peut-être pas forcément dans le Morbihan la ressource. Et donc il faut faire venir du monde d'ailleurs. Et paradoxalement, beaucoup de maires se plaignent un peu des contraintes qui sont mises justement sur les possibilités de construire dans leur commune, quoi, avec vous parliez de la non-artificialisation des sols, donc il y a le SCOT qui est donc assez restrictif, il y a des communes qui ont perdu beaucoup des possibilités de construire, et tout ça vient sans trop choquer. Écoutez, il n'y a pas de solution sur étagère hein, sur un sujet aussi compliqué, vous l'imaginez bien. Après, de toute façon, par rapport à une pression démographique donnée, il faut bien trouver des solutions et des voies. Après, la question, c'est la question de la densification, la question de l'utilisation des friches, la question de l'utilisation de tout le foncier qu'on peut reconvertir pour faire du logement. Ça, c'est déjà un travail d'optimisation qui est, à mon avis, important à faire en liaison avec les élus, parce que c'est eux qui ont quand même la clé. Après, vous avez raison, il y a des lois qui ont été votées, qui ne sont pas encore totalement d'application. Hein. Le zéro artificialisation nouvelle, il faut d'abord établir le SRADET, ensuite il faut établir les SCOT, ensuite il faut établir les plans locaux. Donc c'est pas pour exactement le mois prochain, hein, le temps que tous ces documents réglementaires soient posés et soit adopté, mais pour autant effectivement, c'est une perspective de rationalisation du foncier qui peut, en première analyse, paraître contradictoire avec des besoins nouveaux sur des départements qui attirent. C'est vrai. Mais bon, après, je vous dis, il y a aussi des possibilités hein, en termes de reconversion de territoire. Quand on regarde bien, on peut trouver. Tout ça se mélange parce qu'on prévoit, je crois, 40 000. 40 000, oui, 40 000, ça me paraît raisonnable. Sachant qu'avec la sécheresse et les problèmes de ressources en eau, vous l'évoquiez récemment, plus il y a de monde, plus on tire sur la ressource en eau. Donc tout ça pose beaucoup de problèmes. Oui, mais ça veut dire qu'en matière d'eau potable, en matière d'assainissement, ça veut dire qu'il faut moderniser ce qui existe de façon à avoir le moins de pertes possible dans les réseaux et d'autre part de tout faire pour créer des réserves supplémentaires, que ce soit des retenues collinaires lorsque c'est possible, c'est pas toujours évident, donc il faut effectivement anticiper une période à venir dans laquelle la question de l'eau sera plus prégnante qu'elle a été jusqu'à nos jours où c'était naturel pour tout le monde de tourner le robinet et de se dire il y a de l'eau. Donc ça peut à terme être plus compliqué. Cet après-midi, vous êtes sur le terrain. Après, quelle est votre priorité? Vous avez prévu de rencontrer, j'allais dire, les maires des grandes communes Oui, absolument. Le monde économique, qu'est-ce qui, pour vous, là, c'est quoi Non, assez classiquement, cet après-midi, je vais donc sur une opération de sécurité routière. C'est un sujet, je crois, qui est important dans le département. Puis ensuite, j'irai vérifier le dispositif de sécurité qui est en place maintenant depuis quelques jours pour le Festival interceltique de Lorient. Remercier les équipes qui supervisent la sécurité de ce grand événement. Cet après-midi j'y vais, puis je ferai une déambulation ce soir après 21h. Je pense que c'est important de remercier tous les acteurs qui font que ce festival se passe. Je crois que c'est le cas dans de très bonnes conditions, alors même qu'il y a une très grande fréquentation. Donc c'est une manière de leur rendre hommage. Et puis demain, j'ai effectivement rendez-vous avec
avec un certain nombre d'élus, de présidences d'associations d'élus, pour prendre un peu le pouls du département, parlementaires, maires des grandes villes du département, président d'association des maires, donc de façon à me faire une idée plus précise. Et demain, en fin d'après-midi, j'irai également à Surzur, là où il y a eu des incendies, pour me rendre compte un petit peu des dégâts, et puis également encourager les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires qui sont bien mis à contribution depuis plusieurs semaines, leur rendre également hommage. Voilà. J'aurais une dernière question. La Vannes va avoir une prison en 2027. Oui. Donc c'est un dossier que vous allez en partie en tout cas suivre. Le maire porte aussi beaucoup d'espoir avec cette arrivée d'une prison sur une augmentation des effectifs du commissariat. Est-ce que vous avez déjà, dans votre mission, on peut aussi imaginer que vous allez pousser pour que le commissariat ait des effectifs plus en adéquation avec l'actualité des faits divers? C'est trop tôt, vous allez voir tout ça. Là, je à peu près, je crois qu'il y a quelque chose comme entre Vannes et Lorient. Je crois que c'est 460 policiers, à peu près 470 policiers qui sont en place. Donc je ne me rends pas compte si par rapport à la criminalité, par rapport à l'ensemble des missions qui incombent le maintien de l'ordre public, on est au bon étiage ou pas. Ça c'est l'expérience, je m'en rendrai rapidement compte. Ce qui est certain, c'est que si on crée un centre pénitentiaire de 400 à 500 places, ça entraîne un certain nombre de missions annexes, notamment tout ce qui est surveillance des détenus quand ils se rendent dans les hôpitaux. Donc ça crée une activité qui n'est pas négligeable. Donc celle-là, il faut la quantifier. Normalement, pour les extractions de détenus, pour un centre pénitentiaire de cette taille, il y a une unité spécialisée qui existe au ministère de la Justice, qui s'appelle l'Arpège, qui sont des unités spécialisées, et les transferts se font par cette unité spécialisée. En revanche, les gardes statiques, notamment à l'hôpital, ça peut arriver également au tribunal, etc. Donc c'est ça qu'il faut évaluer. Donc on en a une petite idée sur Vannes, mais je crois qu'on n'a pas beaucoup de détenus. Donc on en a 80 détenus, donc il faut multiplier. Je pense que c'est pas aussi simple que de faire une multiplication par 5 ou par 6, si vous voyez ce que je veux dire. Il faut faire une évaluation plus fine, mais bon, voilà, après, moi je connais les contraintes, un centre pénitentiaire à Éton de 500 en Savoie, donc je cite la compagnie de gendarmerie qui gérait, donc je vois à peu près l'impact que ça peut avoir sur une activité d'un service qui a bien d'autres missions à accomplir à côté. Donc on va l'évaluer, mais ça serait pas des effectifs finalement, ça serait des effectifs facialement en plus, mais qui seraient potentiellement mobilisés par ce type de mission. Donc c'est pas forcément un plus pour la vie de tous les jours. Donc c'est ça qu'il faut que je regarde plus précisément, mais bon, je m'y étais largement intéressé dans mon poste précédent, là, je vais regarder aussi dans le détail. Justement, du coup, vous quittez la Savoie, qui est notamment fréquentée l'hiver, avec la station de ski pour le Morbihan, qui est fréquentée principalement l'été. Est-ce que ça va avoir une incidence sur votre façon de travailler ou pas du tout? Vous allez continuer Non, enfin bon, après, ça a forcément une incidence sur la présence, de ma présence ici. Bon, forcément, quand on est en Savoie, l'été, on part pas, quoi. À l'hiver, je veux dire, on part pas, on reste sur place. Bon, et ici aussi, j'ai déjà été dans des départements côtier, j'étais à Pyrénées-Orientales au début de ma... Donc je sais ce que signifie un été sur la côte, donc en termes parfois de doublement de la population du département, etc., de difficultés qui peuvent en découler, qui sont liées simplement au grand nombre de personnes qui sont là en même temps. Donc non, ça ne changera pas vraiment mes habitudes de travail. Je connais les contraintes d'un département touristique, j'ai déjà travaillé dans plusieurs départements touristiques avec ces stop and go en quelque sorte en termes d'activité où ça monte très fort puis ça retombe. Donc voilà, donc je pense que je me suis déjà adapté à ce type de profil. Je le referai bien volontiers et c'est en plus une chance. On va pas dire l'inverse. On va pas dire l'inverse. Juste une précision, j'ai pas bien entendu le nombre de policiers entre Lorient et Vannes, 170. Non, 470, ouais, de mémoire, 190 sur Vannes et 260 sur Lorient, de mémoire. Quelque chose comme ça, 260, voilà.
Bon, j'avais dit que c'était ma dernière, mais j'ai une autre qui me vient à l'esprit. Si vous deviez définir votre façon de travailler, c'est quoi? C'est main de fer dans un gros velours, je dis n'importe quoi. Enfin, c'est quoi? Comment vous avez... Je vais être difficile. Moi, je suis quelqu'un de plutôt direct, hein, plutôt accessible, plutôt ouvert à la contradiction. Mais une fois que c'est décidé, c'est décidé. Voilà. Donc, voilà. Voilà, je sais décider, mais voilà, avant, on est toujours plus intelligent à plusieurs. Et donc, j'écoute, je consulte, je suis accessible. J'essaie vraiment de me rendre compte, souvent par moi-même, des sujets. Je me rends sur place, je discute avec les gens qui sont au cœur du problème, etc. Donc, de façon à parfois éviter les intermédiaires, même si les intermédiaires, notamment les sous-préfets, font corps avec le préfet, il n'y a pas de différence entre eux. Mais c'est important. Oui, j'essaie de l'être, en tout cas le plus possible. Vous savez, j'étais le premier préfet depuis l'origine à fermer les stations de ski qui n'ont pas ouvert. C'était jamais arrivé. Hein, en 60 ans. Donc il m'a fallu beaucoup dialoguer. Il m'a fallu beaucoup dialoguer pour leur expliquer qu'ils n'allaient pas réouvrir. Donc, voilà, mais bon, ça s'est bien passé. On a bien discuté, on a bien travaillé. Voilà, et ils ont bien rebondi puisqu'ils ont fait cette année une saison exceptionnelle avec un chiffre d'affaires exceptionnel. C'était en 2020. Ouais, de 2020. Celui qui les a fermés, c'était mon prédécesseur, Louis Laugier, et moi je suis surtout celui qui les a pas réouvert parce que lui il les a fermés 15 jours avant la fermeture, donc ils avaient déjà fait le chiffre de la saison, tandis que moi je n'ai pas réouvert du tout. À pas réouvrir ou à pas fermer alors? Non, c'est-à-dire qu'elles ont été fermées en 2020, on devait les rouvrir en 2021, on a beaucoup travaillé, on avait fait des protocoles, etc. Puis finalement ça n'a pas été accepté, et donc les stations, on ne peut pas interdire aux gens d'aller les stations, mais c'est toutes les remontées mécaniques qui étaient fermées, donc ça représente quand même 90% de la fréquentation, donc c'était pas rien, et donc il a fallu expliquer tout ça, compenser tout ça, faire énormément de réunions pour trouver les solutions aux différents corps de métier qui étaient impactés, et c'est là où on s'aperçoit qu'il y en avait beaucoup qui étaient impactés, soit directement, soit indirectement. Donc c'était intéressant. 2021, c'est ça. Et ça, voilà, ça c'était 2021. Ouais. Et cette année, on a réouvert et ça avait bien marché. Ça a marché même formidablement. Et avec le recul, j'allais dire, vous n'en pas voulu, certainement un peu. Mais ça s'est bien passé. Tous les maires des stations étaient remontés au départ, le 8 août. Toutes les grandes stations, donc c'était plutôt un signe. Parce qu'il y a 1h03 quand même entre les montagnes et Chambéry, de voiture à l'aller et au retour. Donc c'était plutôt bon. J'ai plutôt interprété ça comme un bon signe. J'ai plutôt interprété ça comme un bon signe. Une dernière question, vous êtes originaire de quelle région de France? Du Tarn, Castres en même temps. Il me semblait entendre un faux accent. De Castres. De Castres, oui. Donc c'est pour ça. Et de rugby. Voilà, exactement. Ça explique aussi ça. Et moi, du coup, j'ai une dernière question. Vous êtes à peine arrivé, qu'on voit déjà que vous avez déjà prévu d'aller pas mal sur le terrain entre aujourd'hui et demain. Ouais. Vous êtes quelqu'un qu'on verra du coup beaucoup sur le terrain, plus que vous êtes plutôt prêt à aller sur le terrain plutôt que rester assis à votre bureau. C'est quelque chose vraiment que vous aimez. Les deux sont nécessaires. Ouais. Hein, les deux sont nécessaires. Mais c'est vrai que oui, je fais au moins 2 jours de déplacement par semaine, hein, à peu près. Hein, donc de façon à me rendre compte et à bien connaître le territoire sur lequel j'ai été nommé par le gouvernement. Hein, donc j'essaie au moins par semaine de faire 2 jours de déplacement. Ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup.